Je garde les yeux fermés, je m'accroche à cette chaleur, au poids léger de la couette, à la manière dont elle épouse mon corps sans l'écraser. La chaleur est prise en couches, d'abord la peau, puis l'air tiède entre la peau et le drap, puis la couette qui retient tout, comme si elle empêchait la nuit de s'échapper d'un seul coup. J'écoute un instant. Au loin, un bruit sourd, très atténué, peut-être une circulation encore rare, ou un souffle de ventilation. Et plus près, le son de ma propre respiration qui épaissit le silence. Je sens aussi le moelleux relatif de ce sur quoi je suis allongé. Ce ne me semble pas être un vrai matelas. Je le comprends très vite. C'est plus ferme, plus étroit, plutôt comme un compromis. La fermeté se manifeste par des points précis, là où les omoplates et les hanches appuient. Ce n'est pas inconfortable, mais ça ne cède pas comme un lit qui vous avale. On sent que ça résiste, que ça renvoie un peu le poids au corps, comme si le sol, très loin en dessous, rappelait son existence. Mais ce n'est pas le sol non plus. Je ne suis pas tombé. Je suis entre deux choses, porté sans l'être vraiment, comme sur une île fine de tissu et de rembourrage. Cette position intermédiaire me convient. Je pourrais chercher à comprendre, ouvrir les yeux, forcer la mémoire, ou bien me rendormir. Je reste suspendu entre les deux, avec ce choix qui n'en est pas vraiment un, rester dans le chaud ou revenir au monde. Alors je laisse les pensées venir sans les diriger. Elles apparaissent par fragments, comme des pièces éparses. Une image, puis une autre, sans lien immédiat. Je n'essaie pas de les rassembler, ni de les assembler. Je sens même que si je le faisais, tout se déchirerait, comme un rêve qu'on attrape trop vite. Alors je reste immobile, je laisse l'esprit flotter et j'observe seulement les petites choses qui existent autour de moi sans que je les voie. Le silence épais de la chambre, le poids de la couette, le drap qui colle à peine à la peau là où elle est plus chaude. Peu à peu, pourtant, quelque chose se recompose, comme un puzzle qu'on ne regarde pas directement, ou comme un rêve qui accepte de se laisser raconter. Le lieu, la veille, la raison de cette nuit improvisée commence à reprendre forme, doucement, sans urgence, à la vitesse lente du corps qui consent à être là.
Et puis, ça y est, je me souviens. Je me souviens que je suis à Paris. Je me souviens que j'ai retrouvé mon frère, que son départ approche, qu'il va repartir loin, très loin de l'autre côté du monde. Ce souvenir n'arrive pas d'un bloc, mais par sensation. La première est celle d'un restaurant. La chaleur d'un bol entre mes mains, la vapeur qui monte, une légère transpiration sur mon visage et cette soupe rouge, rouge comme une braise, presque brillante. Le piment. Le piment y était comme dissous dans la couleur même. On le voyait avant de le sentir. Quand j'ai goûté, la brûlure n'a pas été violente tout de suite. Elle s'est plutôt installée en couches successives, d'abord sur la pointe de la langue, puis sur les bords, puis au fond de la gorge comme une chaleur qui cherche sa place. Les yeux piquent un peu, on sourit malgré soi, on boit, on respire, on y revient, on y transpire. Cette chaleur-là, celle du piment, faisait un drôle d'écho à la chaleur calme des draps dans lesquels je suis maintenant. Nous avons mangé ensemble, en parlant, en riant parfois, en sachant que le temps était compté, sans jamais le dire, comme si le simple fait de le nommer aurait durci la soirée. Je me souviens surtout de mon neveu, de la manière dont il m'a parlé, avec cette politesse délicate qui n'appartient qu'aux enfants attentifs. Il s'est approché de moi avec un sérieux si tendre, et sa voix était si basse, comme s'il me proposait un secret. Il m'a expliqué que lui et son père avaient pensé à quelque chose, que ce n'était qu'une idée, que je n'étais évidemment pas obligé. Est-ce que tu voudrais bien venir à l'hôtel avec nous? Ça n'est vraiment pas loin à pied, et comme ça on pourra regarder la télévision ensemble. J'ai dit oui, sans hésiter. J'aurais dit oui à tout, juste être là, ensemble, suffisait, et prolonger ce souvenir répandait en moi une joie douce et infinie. J'entends encore, en y repensant, le petit bruit de leurs mouvements dans la chambre, le frottement des chaussettes sur le sol, un rire étouffé, une télé qu'on baisse au minimum pour ne pas faire trop de bruit, comme si le silence était un invité. Je me souviens du cake. Il était encore dans mon sac, un cadeau d'un ami très cher, enveloppé avec soin. Et quand je l'ai sorti, l'odeur sucrée, liée à celui de la mandarine, a fait un contraste immédiat avec l'air neutre de la chambre.
Nous l'avons partagé sur le lit, assis dans les draps blancs, comme un pique-nique improvisé. Le drap, sous nos jambes, avait cette fraîcheur légère des draps qu'on vient juste de froisser, et de la couette en dessous, qui faisait des petits monticules comme un relief doux. Il n'y avait pas de couvert, pas d'assiette. Alors j'ai sorti ma carte bancaire pour m'en servir comme d'un couteau. Je l'ai passée sous l'eau à de nombreuses reprises. Ça a coupé mal, ça a écrasé un peu, mais c'était tellement drôle de trouver cet outil de fortune comme un bricolage enfantin au milieu d'une chambre d'hôtel. Mon neveu était un peu dubitatif, mais il souriait en voyant son tonton faire quelque chose de très bizarre. Le gâteau avait le goût des choses simples, offertes sans raison, un goût qui tient autant de la bouche que du moment. Dans la chambre, on sentait la mandarine, les zestes de mandarine qui sortaient du gâteau et embaumaient l'air. Leur parfum était rond, légèrement acide, comme si la chambre avait soudain une saison. Je revois la lumière aussi, peut-être une lampe de chevet. Ah oui, c'était la même lampe de chevet que celle de la chambre de mon frère. Une coïncidence extraordinaire. Et la lumière chaude qui faisait des ombres très douces sur les murs. Je me souviens de ce moment comme d'un abri. Un lit transformé en table, une chambre devenue refuge, une soirée sans enjeu autre que être ensemble. Le sommeil est arrivé plus tard, naturellement, sans qu'on le décide. D'abord un ralentissement des voix, puis des silences plus longs, puis cette lourdeur agréable des paupières qui ne demande aucune permission. Mon frère m'a regardé et m'a dit « Il est tard, peut-être qu'il serait préférable que tu dormes ici ce soir. » Alors j'ai regardé la chambre et il n'y avait qu'un grand lit de place. Et nous avons fouillé dans les placards et trouvé une couette supplémentaire, puis un sous-matelas. Et ainsi, nous avons construit tous les trois un petit lit de fortune pour que je puisse passer la nuit ici. C'était un lit de fortune, mais un lit qui me permettait de passer une nuit avec mon frère et mon neveu. Je sens que ces souvenirs ne sont pas seulement des images. Ils ont une température, une odeur, un poids. Ils me tiennent encore un moment, comme si, à défaut d'être porté, je pouvais être porté par cela. Le matin arrive sans rupture nette,
sans frontière claire entre la nuit et le jour. Ce n'est pas un réveil franc, mais une lente remontée, comme si la lumière hésitait encore à entrer complètement. Les gestes commencent avant les pensées. Je me lève avec une sensation de corps encore lourd. Les muscles tièdes, mais pas réveillés, comme si la chaleur de la nuit s'accrochait encore à eux. L'air de la chambre est plus frais que sous les draps. Et ce contraste me fait frissonner légèrement. Un frisson discret, pas désagréable, presque nécessaire pour sentir que le jour existe. Nous nous préparons dans ce demi-sommeil qui rend tout un peu flou. Les mouvements sont lents, parfois maladroits. Les sons sont feutrés. Le froissement des vêtements, le zip d'un sac, des pas nus sur le sol froid qui réveillent les plantes des pieds avant le reste du corps. Personne ne parle vraiment. Les mots demanderaient trop d'efforts. On communique par des regards, par des gestes simples, par cette compréhension tacite qui naît quand tout le monde est encore à moitié ailleurs. Il faut aussi réveiller l'enfant. Il dort encore profondément, dans un sommeil dense, sans bord visible. Son visage est abandonné, les traits relâchés, la bouche légèrement entr'ouverte. Quand on s'approche, on sent la chaleur qui émane de lui, une chaleur plus pleine, plus constante que celle des adultes. Sa respiration est régulière, audible, presque rassurante à écouter. Le réveiller demande une délicatesse particulière. Une main posée doucement, une voix basse, des mots étirés qui n'ordonnent rien mais invitent. Je regarde ce corps qu'on tire lentement hors du repos et je sens à quel point le sommeil est un lieu dont on n'a pas envie de partir. Le temps semble s'étirer autour de nous. Chaque minute paraît plus longue que la précédente. Il n'y a pourtant pas de retard, pas d'urgence visible, mais une lenteur presque solennelle, comme si le monde nous laissait encore quelques instants avant de reprendre ses droits. Je suis attentif à ces détails minuscules, et tout semble dire la même chose. Il faut sortir de la nuit, mais rien ne presse vraiment. Les valises sont prêtes avant nous. Elles sont là, fermées, rigides,
déjà tournées vers l'extérieur, comme si elles avaient compris avant nos corps qu'il fallait partir. Leur surface est froide sous la main et ce contact tranche avec la chaleur molle des draps que je viens de quitter. Elles ne gardent rien du sommeil, rien de la nuit. Elles ne contiennent que des objets rangés, des choses pensées pour être transportées. Je les regarde un instant comme on regarde quelque chose qui ne nous appartient déjà plus. Quitter la chambre, c'est renoncer à un lieu où l'on était encore protégé. L'espace se vide peu à peu de sa fonction de refuge. Les draps sont froissés, marqués par les corps encore tièdes par endroits, et cette trace du passage rend la chambre presque silencieuse. La lumière du matin, maintenant plus franche, révèle les angles, les murs, les surfaces neutres. L'air a changé. Il n'est plus celui de la nuit, mais celui d'un lieu qu'on s'apprête à abandonner. Je sens que le sommeil ici n'aura plus le droit de rester. La porte se referme derrière nous comme un geste discret. Le bruit du battant est mat, amorti, un son qui n'appelle aucune réponse. Le couloir est plus froid, plus dur, avec son sol qui renvoie les pas. Les sons y sont moins absorbés, plus nets, comme si tout devenait soudain plus réel. Je ressens cette transition physiquement. La peau se tend un peu, les épaules se redressent, le corps comprend qu'il ne peut plus se relâcher de la même façon. Dehors. Dehors, personne ne veille plus. L'hôtel cesse d'être une chambre et redevient un bâtiment. Nous ne sommes plus entourés mais exposés. Je sens l'air froid qui s'insinue par les manches, le cou, les zones mal protégées. La chaleur de la nuit s'échappe rapidement comme une eau qu'on laisse couler. À partir de là, il faudra avancer seul, sans les draps, dans la pénombre, dans ce silence protecteur qui faisait croire, un instant encore, qu'on pouvait rester. Le froid nous saisit. Il n'est pas brutal mais précis, comme une lame fine qui se glisse sous les vêtements. Il attrape le visage en premier, les joues, le bout du nez, et fait monter une sensation de picotement qui réveille sans ménagement. L'air est sec, et quand j'inspire profondément, je sens ce froid descendre dans la poitrine, y laisser une trace nette. Le corps se contracte légèrement,
Les épaules se remontent, les mains cherchent instinctivement les poches. Nous traversons le pont au-dessus des voies ferrées. Il est en métal, large, solide, et pourtant il donne une impression de suspension. Sous nos pieds, le sol résonne doucement, un son creux, régulier qui accompagne la marche. À travers les structures métalliques, on aperçoit les rails en contrebas, immobiles pour l'instant, alignés comme des lignes tracées avec soin. Il y a quelque chose de très calme ici, comme si le monde retenait encore son souffle avant le passage des trains. Tout est vaste, silencieux, presque irréel. Le ciel est pâle, sans couleur franche, et la lumière se diffuse sans direction précise. Les bâtiments autour semblent lointains, comme posés là pour le décor. Les bruits de la ville sont étouffés, filtrés par l'altitude du pont et l'heure un peu trop matinale. On entend surtout nos pas, le frottement des manteaux, une respiration un peu plus courte à cause du froid et de la marche. Cette absence de bruit donne au lieu une dimension hors du temps. Chaque pas me ramène davantage au monde éveillé, mais sans me donner encore de prise. Je ne suis plus porté par la nuit, mais pas encore soutenu par la lumière du jour. Le pont devient alors un espace intermédiaire, un passage où rien n'est demandé sinon d'avancer. Je m'y attarde intérieurement, comme si je pouvais retenir cet équilibre fragile et garder en moi ce moment suspendu où le corps avance pendant que l'esprit reste encore un peu en arrière. La lumière du matin finit par apparaître, douce, fragmentée, comme passée à travers un voile. Elle n'éclaire pas franchement, elle effleure, elle se pose sur des détails de l'architecture du pont, sur les rambardes, sur les rivets, et chaque surface semble la recevoir différemment. Il n'y a pas d'ombre nette, seulement des zones plus claires, d'autres plus grises, comme si tout avait été légèrement frotté. Cette lumière ne révèle pas, elle suggère. Elle laisse les choses inachevées, ouvertes. Les lignes du pont vibrent sans urgence. Les structures métalliques, les arcs, les croisillons se superposent dans le regard. Quand je bouge la tête, tout semble se déplacer lentement, comme un dessin qui refuse de se fixer. Le métal a une couleur indécise, entre le bleu, le vert et le gris, et cette indétermination ajoute à la sensation d'irréalité.
Même le froid paraît différent ici, moins agressif, plus diffus, comme s'il avait lui aussi été dilué dans la lumière. La ville semble encore assoupie. Les fenêtres sont sombres, les rues en contrebas, presque vides. Quelques voitures passent, mais leurs moteurs sont lointains, assourdis. On entend parfois un bruit métallique, peut-être un signal ferroviaire, mais tout arrive étouffé, comme à travers une épaisseur d'air. Je me sens enveloppé dans ce silence particulier du matin, un silence qui n'est pas l'absence de son, mais leur mise à distance. Je marche à l'intérieur d'un tableau. Chaque pas est lent, mesuré, comme si je craignais de déranger l'équilibre de la scène. Le sol sous mes pieds est froid, dur, et cette sensation remonte dans les jambes, me rappelant que je suis bien là, présent. Pourtant mon regard flotte, se laisse porter par les couleurs, les formes, les vides. Je ne traverse pas seulement un pont, je traverse un moment où le monde accepte encore d'être regardé sans me demander quoi que ce soit. Le RER nous emporte presque sans que je m'en rende compte. Il y a ce souffle d'air au moment où les portes s'ouvrent et se referment. Un air plus froid encore. À l'intérieur, la chaleur est différente de celle de la chambre. Elle est plus sèche, plus collective, un peu fragile. Les sièges sont durs, lisses, et quand je m'y assieds, je sens parfois le froid du plastique traverser mon pantalon avant de s'atténuer lentement. Lorsque le train roule, les vibrations remontent par le sol, passent dans les jambes, dans le dos, comme un massage involontaire. Ce mouvement régulier a quelque chose de berçant, presque maternel, malgré le bruit. Les annonces résonnent faiblement, mécaniques, et se mélangent au chuintement des rails. Je regarde les autres voyageurs, des visages fermés, encore endormis, des regards perdus, chacun enveloppé dans son propre sommeil. La ville change lentement derrière les vitres. Les immeubles haussmanniens, encore gris de nuit, laissent place à d'autres formes, d'autres couleurs, plus brutes, plus fonctionnelles. Le verre de la fenêtre est froid quand je m'y approche, et je sens la condensation laissée par d'autres fronts avant le mien. Le paysage défile sans rupture, comme une longue phrase qu'on n'interrompt pas. Je me laisse faire, porté par ce glissement continu. Le mouvement me berce malgré moi. Je sens ma tête devenir plus lourde, mes épaules
s'affaisser légèrement, les pensées ralentissent, se font moins précises, le train avance et moi avec lui, sans que j'aie à décider quoi que ce soit. Dans ce va-et-vient régulier, je trouve quelque chose du sommeil, cette sensation d'être déplacé sans effort, comme si pour un instant encore, quelqu'un d'autre s'occupait de me conduire. L'aéroport nous engloutit d'un seul coup. Dès l'entrée, la lumière change. Elle devient blanche, uniforme, sans nuance, une lumière qui ne caresse rien et ne laisse aucune zone d'ombre. L'air est plus sec. Le sol renvoie les pas avec un écho discret mais constant, comme si chaque mouvement devait être enregistré. Je sens mon corps se redresser malgré moi, obligé de s'adapter à cet espace qui ne tolère ni lenteur ni abandon. Ici, tout est trop éveillé. Les écrans clignotent, les annonces se succèdent, les voix métalliques découpent le temps en départ et en retard. Les sons ne se répondent pas, ils s'additionnent. Des valises qu'on tire, des chariots qui roulent, les portes automatiques qui s'ouvrent et se ferment dans un souffle mécanique. Rien n'enveloppe, rien ne protège. Même la chaleur est artificielle, soufflée d'en haut, sans douceur, sans origine identifiable. Je sens que le sommeil n'a pas sa place ici. Il faut se dire au revoir dans ce lieu sans refuge. Le moment arrive sans solennité, presque banalement, comme s'il devait se fondre dans la circulation générale. Je regarde mon frère, je regarde mon fils, leur corps déjà tourné vers ailleurs. Il y a un contact bref, mes mains qui rencontrent des manteaux épais, des épaules tendues vers le départ. Tout est retenu, contenu, comme si le lieu lui-même interdisait les gestes trop longs. Je les regarde partir et je reste de ce côté. Ils avancent vers les contrôles, leurs silhouettes se mêlent à d'autres, puis se détachent de moins en moins. Ma main s'agite dans l'air et je les vois qui se retournent à intervalles réguliers et nous communiquons comme cela à distance. Je suis debout, immobile, dans cet espace trop vaste, et pour la première fois depuis le réveil, je sens pleinement que je ne suis plus porté par personne. Je reprends le RER dans l'autre sens, et cette fois, je suis seul, vraiment seul, même au milieu des autres passagers. Le quai est plus bruyant maintenant, plus peuplé, et pourtant je me sens à distance. Le froid est toujours là, remontant du sol
à travers les semelles, mais il est moins vif, comme si le corps avait appris à l'accepter. Quand le train arrive, son souffle chaud me frappe le visage. Un contraste immédiat, presque étouffant, qui me fait cligner des yeux. À l'intérieur, je m'assieds sans réfléchir. Le siège est le même que tout à l'heure, dur, froid au premier contact. Je pose mon sac contre mes jambes comme un point d'appui. Autour de moi, les conversations ont commencé, des voix basses, parfois des rires, parfois des mots qui se chevauchent. Les annonces continuent, mais je ne les écoute plus vraiment. Elles deviennent un fond sonore, un bourdonnement continu qui enveloppe sans pour autant apaiser. Je sens le poids doux des souvenirs récents. Ils ne sont pas encore ordonnés, mais non plus rangés, mais ils ont une densité. Ils pèsent dans la poitrine, dans le ventre, comme quelque chose qu'on porterait sans les mains. Le visage de mon frère, le sommeil de son fils, la chaleur de la veille me reviennent par flash, accompagnés de sensations précises, une odeur, une couleur, un contact. Ces souvenirs ne font pas mal, ils tiennent chaud, mais ils demandent de l'espace. Il est trop tôt pour rentrer, trop tôt pour se reposer, trop tôt pour déposer ce panier de souvenirs. Et le jour commence à peine, même si je me sens déjà très plein. Je n'ai pas envie de retrouver mon intérieur, mon lit, mes habitudes. Je veux prolonger cet état intermédiaire, ce temps suspendu entre deux lieux. Tant que je suis en mouvement, tant que je ne me pose pas, je n'ai pas encore à décider comment être seul. Le froid finit par décider pour moi. Il s'insinue lentement, malgré le manteau, malgré le mouvement, et je sens que mon corps cherche autre chose qu'un trajet, autre chose qu'un siège dur et impersonnel. Mes mains sont fraîches, un peu engourdies, et quand je les frotte l'une contre l'autre, le tissu des manches accroche légèrement, produisant un froissement sec. L'air du wagon n'est plus suffisant. Il me faut un lieu, un dedans. Et c'est là que je pense à cette exposition. Le souvenir arrive sans logique apparente, comme une idée déposée là pour être utilisée plus tard. Une amie m'en a parlé. Un musée dont je connaissais le nom, mais auquel je ne m'étais encore jamais rendu. Une exposition autour du sommeil. Le mot résonne autrement maintenant. Il n'est plus abstrait,
ni théorique. Il correspond exactement à ce que je traverse, cet état où le corps réclame quelque chose que la tête n'ose pas encore accorder. Le quartier est loin de mes habitudes. Je descends du train, je marche et les rues changent peu à peu. Les façades sont plus larges, plus silencieuses, les trottoirs plus propres, presque trop sages. Les bruits de la ville sont amortis, comme si quelqu'un avait posé une main dessus. Je respire mieux ici, même si le froid est toujours présent. Chaque pas me rapproche d'un endroit où peut-être je pourrais ralentir. Je me dirige vers le musée comme on chercherait une chambre. Pas pour dormir encore, pas tout de suite, mais pour être à l'abri. J'imagine un lieu où l'on ne me demandera rien, où je pourrais simplement regarder, rester immobile, me laisser traverser. Le sommeil, pour l'instant, prend cette forme-là. Un déplacement vers un espace qui promet autre chose que l'effort. Je marche en pensant à cela, porté par l'idée qu'il existe encore des endroits faits pour accueillir la fatigue. Je traverse un parc presque désert avant d'y arriver. Le sol est humide, légèrement assombri par la neige tombée plus tôt, et mes pas produisent un bruit feutré, comme absorbés par la terre. Les arbres sont immobiles, leurs branches fines découpées sur le ciel pâle, et il y a dans l'air une odeur froide de feuilles mouillées et d'hiver retenu. Le silence extérieur me prépare sans que je m'en rende compte. Mon corps ralentit naturellement, comme s'il reconnaissait l'approche d'un lieu où il n'aura plus à se tenir droit. Le bâtiment apparaît, un hôtel particulier, posé là comme une grande maison qui aurait traversé le temps. La façade est claire, presque douce malgré la pierre, et rien ne crie musée. Ce matin, il n'y a pas de file d'attente, juste une porte, un seuil, et quand je le franchis, la température change immédiatement, une chaleur calme, régulière, qui n'agresse pas. L'air intérieur est plus dense, légèrement parfumé par le bois ciré et les tissus anciens. J'enlève mon manteau et le poids sur mes épaules disparaît d'un seul coup, laissant une sensation de légèreté inattendue. Je dépose mes affaires comme on se déleste d'un fardeau. Le geste est simple mais presque cérémoniel. Je dépose le sac, le manteau et avec eux quelque chose se défait.
Mes épaules s'abaissent, ma respiration s'approfondit, les bruits sont rares ici, quelques pas lointains, le parquet qui murmure. Le silence n'est pas vide, il est habité, comme celui d'une maison où l'on sait que quelqu'un dort dans une autre pièce. Je me laisse entrer. Je prends mon billet, je franchis une autre porte et je me trouve dans un espace qui ressemble plus à un intérieur qu'à une institution. Les plafonds, richement décorés, ne sont pas pour autant écrasants. Les pièces qui se succèdent, salon après salon, donnent l'impression de circuler dans un appartement encore habité. Je suis simplement là, et pour la première fois depuis le réveil, je sens clairement cette chose rare. Je peux rester sans justification, sans urgence, sans devoir porter quoi que ce soit d'autre que moi-même. Les tableaux sont accrochés comme s'ils vivaient ici depuis toujours. Ils ne dominent pas les murs. Les cadres ne brillent pas excessivement. Le bois, parfois patiné, absorbe la lumière. Je m'approche, parfois je prends un peu de distance, sans parcours forcé, sans ligne imposée. L'espace entre moi et les œuvres varie librement. Parfois je m'approche très près pour voir des détails, espérant ressentir le coup de brosse du peintre. Et cette liberté modifie immédiatement mon regard. Je ne suis pas face à quelque chose qu'il faudrait comprendre, mais face à quelque chose à habiter un instant. L'espace transforme ma manière de voir. Dans ces salons, les tableaux semblent respirer avec la pièce. Ils appartiennent à ce lieu. Ils ne sont pas exposés. La lumière est douce. Elle glisse sur les surfaces peintes, comme elle glisserait sur un mur habité. J'entends le léger craquement du parquet sous mes pas, comme une douce musique, un son sec mais feutré qui me rappelle que le sol est vivant. Le silence ici n'est pas celui d'un musée où l'on se retient, mais celui d'une maison où l'on parle bas pour ne pas déranger. Je pense à d'autres lieux où l'art se mêle à la vie, à des tableaux accrochés dans des couloirs, à des sculptures posées sans emphase, à des œuvres qui cohabitent avec des corps, des gestes, des habitudes. Cette pensée me rassure. Elle fait tomber une distance inutile. Je n'ai plus l'impression d'entrer dans un espace sacré, mais dans un lieu qui accepte ma présence telle qu'elle est, fatiguée, lente, parfois un peu vacillante. Je me sens accueilli.
Je peux rester immobile longtemps sans que cela devienne étrange. Mon corps se détend encore un peu. Personne ne me regarde regarder. Dans cette atmosphère, le sommeil n'est pas encore là, mais il cesse d'être interdit. Il devient une possibilité discrète, une promesse posée quelque part entre les murs. Les tentures apparaissent avant même que je lise le titre. Elles sont lourdes, d'un bleu profond nocturne mais lumineux à la fois, la lumière de la nuit. Le velours a cet aspect dense qui donne envie de le toucher, de vérifier qu'il est bien réel. Quand je m'approche, je distingue les plis épais, la manière dont le tissu tombe en larges vagues, comme un rideau qu'on aurait tiré lentement pour fermer le jour. L'air semble différent ici, plus feutré, comme si le tissu retenait les sons. Elles évoquent à la fois des rideaux et un dessus de lit. Cette ambiguïté me trouble doucement. Je pense à une chambre, à une antichambre, à cet espace intermédiaire où l'on attend avant de s'allonger ou de se lever. Le velours rappelle la chaleur, la protection, mais aussi le poids. Quelque chose qui enveloppe et retient. Je sens mes épaules se relâcher sans m'en rendre compte, comme si mon corps reconnaissait ce langage-là, celui du repos. Je franchis un seuil. Le passage est presque imperceptible et pourtant très net intérieurement. Il n'y a pas de porte à proprement parler, mais le simple fait de traverser ces tentures produit une sensation de retrait, comme si le monde extérieur restait derrière moi. Les bruits deviennent encore plus lointains, étouffés. Je suis attentif à la douceur de ce silence, à la manière dont il m'enveloppe sans me couper complètement du réel. Je ralentis encore, mes pas deviennent plus courts, plus mesurés. Le sol sous mes pieds semble plus doux. Ou peut-être est-ce moi qui pèse moins. Mon regard se pose sans chercher, mon corps cesse d'anticiper. À cet instant précis, je comprends que le sommeil n'est pas seulement un état à atteindre, mais un territoire dans lequel on entre, à condition d'accepter de déposer quelque chose à l'entrée. Face à moi, il y a ces visages aux yeux clos. Ils sont là, immobiles, offerts et pourtant retirés. Les paupières fermées dessinent une ligne douce, fragile, qui coupe le visage du monde. La lumière ne frappe pas leurs traits, elle les effleure,
laissant certaines zones dans une pénombre légère. Je m'approche lentement, presque avec précaution, comme si un geste trop brusque pouvait troubler leur repos. Ils dorment sans défense apparente. Il n'y a rien dans leur posture qui protège, rien qui se contracte ou se prépare. Les bouches sont relâchées, les fronts lisses ou à peine marqués, et cette absence de tension me frappe. J'ai face à moi ces peintures, ces tableaux, dans lesquels le sommeil efface les âges, les rôles, les histoires, les fonctions, adultes ou enfants, hommes ou femmes, ils se ressemblent dans cet abandon. Je sens une chaleur étrange monter en moi, pas physique mais profonde, comme une reconnaissance silencieuse. Je reste longtemps devant eux. Le temps s'étire à nouveau, mais différent que ce matin. Ici, il ne glisse pas, il s'installe. J'entends le très léger froissement de mes vêtements quand je bouge à peine, et ce son me paraît soudain trop fort. Alors je m'immobilise davantage, comme pour m'accorder à leur silence. Je comprends que le sommeil est une confiance. Fermer les yeux ainsi, c'est accepter de ne plus surveiller, de ne plus tenir. C'est confier son corps à autre chose, au temps, à l'espace, à ceux qui sont autour, ou à personne. En les regardant, je mesure ce que cela me demande et ce que cela m'offre. Et sans encore le formuler clairement, je sens que c'est cela que je cherche depuis le réveil. Retrouver, ne serait-ce qu'un instant, cette capacité à faire confiance au monde, les yeux fermés. C'est alors que je remarque les autres visiteurs qui commencent à arriver. Peu à peu, leur présence s'impose doucement. Une mère passe avec une poussette vide qui roule avec un bruit régulier sur le sol. La poussette me frappe par son absence plus que par sa présence. Le tissu est affaissé, le creux laissé par le corps qui n'y est plus. Elle semble attendre quelque chose ou quelqu'un, comme un lit qu'on aurait quitté trop tôt. Mon regard balaie l'espace et un peu plus loin, je vois un père porter son enfant. L'enfant est très petit, c'est un nourrisson. Il dort profondément, la tête posée sur l'épaule de son père, son corps entièrement abandonné. Son bras pend mollement, sa main entr'ouverte, et le poids de son sommeil se lie dans la posture du père, légèrement penché pour l'équilibrer.
Le père se fait berceau. Il me semble distinguer le rythme lent de la respiration de l'enfant, une respiration pleine qui soulève doucement le dos. Le père marche lentement, comme s'il voulait préserver cet état coûte que coûte. Cette image me traverse de plein fouet. Je sens une chaleur inattendue monter dans la poitrine. J'aimerais redevenir aussi petit. J'aimerais qu'on me porte ainsi, sans me demander quoi que ce soit, sans m'expliquer où l'on va. Ce désir est simple, et pourtant il me surprend par sa force. Il n'est pas nostalgique, j'étais beaucoup trop petit pour me souvenir de ce moment-là, mais ce désir de devenir minuscule et de me loger dans le creux de la clavicule de mon père. C'est immédiat, c'est physique, c'est réel. Je me dis que ce moment mériterait un portrait. Pas un portrait héroïque ni sentimental, juste la trace de ce geste ordinaire et immense, porter quelqu'un qui dort. En regardant cette scène, je comprends que ce que je cherche n'est pas seulement le sommeil, mais ce qu'il permet. Être pris en charge, même brièvement. Et cette compréhension me laisse immobile, comme si mon corps venait de reconnaître quelque chose qu'il avait oublié. Un peu plus loin, un autre corps endormi attire mon attention. Il ne dort pas comme l'enfant, ni comme les visages paisibles de la salle précédente. Il dort, offert à la lumière, à cette lumière qui vient de quelque chose de fragile, de précaire. Devant moi, psyché et amour, peint par Simon Vouet. Un lit, un corps assoupi et une lampe tenue trop haute. Je sens presque la chaleur de cette flamme, sa proximité dangereuse avec la peau, avec le drap, avec l'instant. Le sommeil ici est une confiance risquée. Amour dort sans savoir qu'il est regardé. Son corps est détendu, vulnérable, abandonné à la nuit qu'il croit sûre. Psyché, elle s'approche, retenant son souffle, et je retiens le mien avec elle. La scène est silencieuse, mais chargée d'une tension presque physique. On sent que quelque chose va basculer. Le sommeil soudain n'est plus seulement un refuge, il devient un point de fragilité extrême. La lumière révèle, dévoile, met à nu. Elle glisse sur la peau, sur les draps, sur les contours du corps aimé, et dans ce geste de révélation, elle trahit. Je pense à cette goutte d'huile qui va tomber, à ce détail minuscule qui suffit à briser l'équilibre.
le sommeil est interrompu non par la violence, mais par une curiosité, par un désir de voir. Et je ressens cela très fortement. Dormir, c'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler. Je pense à ce que coûte le réveil, à ce qu'on perd quand on ouvre les yeux trop tôt ou pour de mauvaises raisons. En quittant le tableau, je garde en moi cette idée trouble. Le sommeil est précieux parce qu'il est aveugle. Il protège tant qu'on le respecte. Et peut-être que ce que je cherche depuis le matin, ce n'est pas seulement à dormir, mais à m'autoriser à fermer les yeux sans lampe levée au-dessus de moi. En sortant du musée, la lumière du dehors me surprend. Il a neigé et le sol est recouvert d'une couche fine, presque intacte, qui absorbe les bruits. Mes pas crissent légèrement. Un son sec et doux à la fois, comme si la ville parlait plus bas. Le froid est plus vif qu'à l'aller, mais la neige lui donne une autre qualité. Il n'agresse pas, il enveloppe. Je pense immédiatement au blanc que je viens de voir, à ces draps, à ces édredons immenses, à cette lumière diffuse qui faisait surgir les visages comme depuis un nuage. Je marche longtemps jusqu'à sentir la fatigue s'installer vraiment. Elle n'est plus diffuse, elle devient lourde, localisée dans les jambes, derrière les yeux. Je finis par me réfugier dans une brasserie. À l'intérieur, la chaleur est dense, presque épaisse. Il y a des voix, beaucoup de voix, des enfants, des familles, des rires qui éclatent puis retombent. Et je m'installe seul à une table, légèrement à l'écart, et je commande sans réfléchir. Quand l'assiette arrive, la purée est pâle, lisse, presque brillante. Elle est chaude, très douce, sans aspérité, et quand je la goûte, elle tapisse ma bouche comme un drap tiède. Cette douceur, quelque part, me fait penser encore à un lit. Plus tard, réchauffé, je bois un thé fumé. La tasse brûle un peu les doigts, juste ce qu'il faut pour les réveiller complètement. La vapeur monte lentement, chargée d'une odeur sombre, boisée d'un sous-bois qui apaise immédiatement. Je reste là un moment, immobile, à regarder le monde continuer. Puis je me lève, je marche encore, et cette fois, je rentre chez moi. Le trajet me paraît long, mais nécessaire, comme une transition lente vers quelque chose de plus intime. Chez moi, c'est le silence qui m'accueille.
Le lit est là, familier, et pourtant je le regarde différemment. Je ne veux pas dormir et en même temps, j'ai le désir de goûter au sommeil. Je m'allonge et je laisse la fatigue remonter peu à peu, profonde, irrésistible. Et puis, sans lutter davantage, je cède à cet interdit discret et je ferme les yeux.